Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve chez moi en compagnie de Yerect. Voilà, donc Yerect que vous avez déjà vu sur plusieurs vidéos sur ma chaîne sur du contenu concernant le water cooling. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, normalement la vidéo ça doit être quelque chose du genre comment faire un water cooling custom, tuto water cooling custom. Ça tourne mal, etc. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je vais faire mon premier water cooling custom. Mais j'en ai jamais fait. Donc j'ai déjà vu des gens en faire, je sais à peu près comment ça se fait, mais je me suis dit pour ça, je vais m'entourer d'un professionnel du water cooling, donc Eric qui fait des water cooling pour plein de gens, voilà. Des marques, des professionnels, des particuliers, des magasins. Exactement. Donc du coup je me suis dit on va s'entourer d'un pro qui va me dire exactement tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire aussi. Les choses qu'il ne faut pas oublier, les choses auxquelles il faut bien penser pour avoir un water cooling correct, conçu correctement. Comme ça, en même temps, je vous montre, vous découvrez en même temps que moi comment faire un water cooling custom. Et ceux qui hésitaient, qui se disaient « Ah tiens, j'aimerais bien avoir un water cooling custom », et ben normalement on vous donne toutes les infos dans cette vidéo pour le faire vous-même. Sachez quand même que si vous n'avez pas envie de le faire vous-même, si vous avez un petit peu peur, vous dites ah c'est peut-être compliqué, j'ai peur d'abîmer mes composants, je préfère le faire par quelqu'un d'autre, sachez que vous pouvez contacter Yerect sur ses réseaux, donc tu es sur Instagram. Instagram, Twitter, Facebook principalement. Voilà, vous le contactez et puis il se fera un plaisir de vous répondre. Je fais la réalisation, mais si vous souhaitez le faire vous-même, je tiens un Facebook assez rigoureux quand même au niveau de l'entraide. Donc moindre question, moindre hésitation, moindre peur, vous pouvez me contacter et je répondrai à vos questions sans forcément vous facturer quoi que ce soit. Voilà. On précise quand même que Yerect fait des water cooling sur du matériel neuf uniquement. Je pense dans tous les cas les gens comprendront. Sachant que c'est quelque chose quand même qui est assez onéreux. Water cooling custom en général on se base sur une base de pièces qui peut aller jusqu'à 1200 € pour une loupe CPU et GPU. Donc on évite évidemment de conseiller de faire ça sur des composants qui ont déjà 3-4 ans. Plus forcément garantie. Pour le prix d'un water custom, vous avez une config qui peut être remise à jour. Réellement, moi, je fais rarement des upgrades, ou alors il faut vraiment que les composants aient moins d'un an, que ce soit encore la dernière génération. Mais sinon, je fais des montages de machines neuves directement. Alors du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve pour mon water cooling? Déjà, on va dire un gros merci à Corsair. On a été bien épaulé par Corsair sur ce projet. Ouais. Voilà, Corsair, ils m'ont envoyé plein de matériel, parce que depuis quelques temps maintenant, Corsair, ils font des water cooling custom. On les connaissait pour leurs IO qui sont jolis et qui sont performants. Voilà, mais maintenant, ils font du custom et ils m'ont proposé du coup de tester leur water cooling custom. Je me suis dit, c'est parfait. Je me suis dit, ça tombe à pic parce que je voulais faire un water cooling custom. Ils m'ont proposé de m'envoyer du matos de water cooling custom. En plus, je savais que le matos Corsair était correct. Donc, je leur ai dit OK. Ils m'ont envoyé vraiment beaucoup de choses. Il y a juste un petit truc qu'on a acheté en plus. On peut dire d'ailleurs un grand merci à Absolute PC. Voilà, la boutique Absolute PC que vous retrouvez à Paris. Donc, c'est près de Montgalais. De rue Charles Bossu, Paris 12. Donc, ils nous ont dépanné parce que j'avais donc 2 radiateurs de 360 mm que je voulais mettre dedans, mais j'avais juste un 360 et un 240. Eux avaient un 360, donc on est allé ce matin acheter un radiateur de 360 pour que ce soit plus beau et que ce soit plus pratique. C'est quand même plus harmonieux. Plutôt que d'avoir un radiateur en 240 en bas ou en haut et un radiateur 360, ce qui est vraiment bien en fait dans un water cooling, c'est quand on est satisfait du rendu visuel et des performances. Un radiateur 240 dans un boîtier qui peut prendre 360, automatiquement, esthétiquement, ça choque. Et c'est tout sauf joli. Le water cooling custom, ça va être pour certains pour l'esthétique, pour d'autres pour les performances, pour certains les deux. Pour certains les deux, et c'est même la majeure partie des cas, c'est bien souvent les deux quand même. Voilà, idéalement le but c'est vraiment d'avoir les deux. Alors du coup, ils m'ont envoyé leur pack par défaut, donc c'est ce pack là, c'est le XH305i RGB. C'est ça. Donc c'est leur kit par défaut qui contient... C'est un starter pack. Voilà, pour le CPU uniquement, c'est ça. Alors de base c'est un starter pack en fait qui est dédié uniquement à faire une loupe CPU 360, donc vous allez retrouver le waterblock qui est disponible ici. Vous allez retrouver une bouteille de liquide donc d'1 litre, donc du liquide clear. Vous allez retrouver les 4 boîtes d'embouts qui sont juste ici, donc vous avez des embouts 90 degrés et des fittings 14 mm. Savoir que chez Corsair, on a du 14 et du 12, pas encore de 16 actuellement. Peut-être à l'étude, mais pour le moment, c'est pas sorti. Vous allez retrouver juste ici donc le XT Hardline, lui, qui est prévu pour cintrer les tubes et les découper. Donc pareil, vous avez les 2 outils disponibles pour le 12 et le 14. On va retrouver aussi un Commander Pro, un pack de QL120, donc les nouveaux ventilateurs de chez Corsair. Petite spécificité, les nouveaux QL en fait ont 4 anneaux. Vous en avez 2 au recto, 2 au verso, donc peu importe le sens dans lequel vous le mettez,
par rapport à votre radiateur ou n'importe quel élément, vous verrez quoi qu'il arrive les 2 anneaux lumineux minimum. Alors ils nous fournissent aussi un radiateur en 360. Radiateur 360. Voilà, alors nous la particularité c'est qu'on a le deuxième radiateur en 360 qu'on a été acheté chez Absolute PC. Chez Absolute PC, tout à fait. Étant donné que on va watercooler donc la carte graphique. Donc on précise bien que le waterblock n'est pas compris dans le pack, ça c'est un waterblock spécifique étant donné que Guillaume avait une 2070 Super Strix. Corsair nous a envoyé un bloc pour 2070 Strix. 2070 ou 2070 Super, c'est le même waterblock et ça accepte aussi les 2080. Ok. Alors les autres trucs qu'on retrouve aussi dans le pack, donc on a des tuyaux. Donc vous avez des tuyaux, en fait dans le pack vous avez 4 tuyaux en 50 cm. Voilà. Nous on a demandé un petit rab, on a demandé aussi des tuyaux d'1 mètre, vu que c'est ton premier water cooling, on va en cramer un petit peu, donc il va certainement y avoir du déchet. Je vais peut-être me louper plusieurs fois, donc on s'est dit, on prend un petit peu de marge comme ça, même si je casse des tuyaux et que je dois refaire. Ceux qui font leur premier water cooling, on va plutôt leur conseiller de faire ça. Ça coûte un petit peu plus cher parce qu'il faut acheter des tuyaux en plus, mais au pire, si vous faites bien dès le début, vous aurez des tuyaux d'avance pour vos prochains water cooling. On a aussi la pompe. Le combo Respomp, qui est lui aussi compris dans le pack, sachant que juste le combo Respomp de base, il vaut à lui tout seul 200 €. L'intérêt de ce pack, c'est quand vous voulez vraiment vous faire un water cooling system, c'est vraiment un starter pack full Corsair complet. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut et n'importe quel outil est disponible avec. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour commencer. Voilà, et ça coûtera, donc on le précise, moins cher de prendre le pack complet que d'acheter chaque élément à l'unité. En général, c'est comme ça, hein. Quand on achète un pack, c'est plus intéressant. Alors, on précise quand même quelque chose sur la config, c'est que là, la config, on l'a montée, on a mis les ventilateurs, on a mis les radiateurs, on a tout fait, sauf le tubing, mais voilà, c'est quand même c'est la base. C'est ça. Là, nous, ce qu'on va vous montrer, c'est comment faire les tubes, comment calculer les... On part du principe, en fait, qu'à partir du moment où on en est au tubing, c'est que tout le restant est déjà fait. La config a été montée entièrement, les composants ont été testés. Bon, là, c'est une config que tu avais déjà avec ton 9009 et ta 2070 Super. Donc, automatiquement, on n'a pas retesté les composants, mais surtout, premier montage, première installation, on teste bien tous les composants avant de les mettre sous eau. Ça évitera d'avoir à redémonter et de découvrir au premier démarrage que ça ne fonctionne pas. Voilà, on a une RAM par exemple qui ne marche pas, on doit tout redémonter, ou un CPU qui est mort. CPU qui est défaillant, un problème sur la carte mère, un port qui ne fonctionne pas, on doit redémonter la carte mère. Une fois que tout le circuit est en place, c'est pas la même histoire. Il faut refaire la vidange. C'est ça. Donc voilà, donc petite précision, on a placé quand même la pompe à ce niveau-là, c'est avec des fixations qui se mettent sur le ventilateur. En fait, dans le bundle du combo Respomp, vous avez un bracket pour les ventilateurs 140 et un bracket pour les ventilateurs en 120. Donc là, en fait, on a utilisé un bracket 120. Il n'y a aucune modification, aucune bidouille, aucun support fabriqué. Il n'y a pas de modique ni quoi que ce soit. Tout est fourni avec. Voilà. Donc on les a juste vissés sur un des ventilateurs. Mais typiquement, si vous avez un boîtier où il y a des ventilateurs en façade, vous pouvez visser le bracket, donc le réservoir, sur un des ventilateurs qui est en façade. Et tout est fourni dans le pack. Mais par contre, toujours à la verticale. Voilà. Qu'est-ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo? Déjà, première chose, on va vous montrer comment démonter la carte graphique, c'est Guéric qui va vous montrer. On va démonter la carte graphique, on va installer le bloc dessus, on va vous faire des petits plans étape par étape en fait de toute la procédure à effectuer pour installer un water block et une backplate. Voilà. Ensuite, on va vous parler de comment bien penser la boucle. C'est ça, c'est-à-dire que moi au préalable, j'ai déjà en fait, actuellement j'ai déjà dans la tête le schéma de loop que je vais faire. C'est pour ça que mes composants sont dispositionnés de telle manière. La pompe est là, c'est pas pour rien, c'est pas parce que j'avais pas le choix, la pompe elle est là, c'est pour une raison précise. Voilà. Donc il va nous expliquer comment on va mettre la boucle et pourquoi il a pensé les choses comme ça. Et ensuite, vous allez me voir galérer à faire du tubing et à faire du coup le water cooling et à mettre tout en place. Donc si j'y arrive et que la vidéo sort, c'est que normalement vous devriez y arriver. Si vous êtes en train de nous regarder, c'est que tout s'est bien passé normalement. Voilà, c'est ça. Vous aurez à la fin de la vidéo un beau water cooling qu'ensuite vous pourrez voir en background dans toutes mes vidéos. C'est ça. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire, l'intro est quand même assez longue. Oui. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous avez donc les réseaux sociaux de Guérec. Toutes les infos sont en description, et puis là, on va s'occuper du water block sur la carte graphique. De la carte graphique en premier, on va monter le water block du processeur sur la carte mère, et on va faire aussi celui de la carte graphique au passage. Ok, alors petite précision, on ne vous l'a pas dit, mais le water block pour le CPU, donc le bloc qu'on va placer pour le refroidissement du CPU, le fonctionnement de fixation, c'est exactement comme un ventirad ou un AIO. Vous avez une backplate, un water block que vous mettez par-dessus, 4 vis, terminé. Voilà, c'est ça. Ça va être juste pour la carte graphique où là, il va falloir démonter l'ancien radiateur, les ventilateurs, ça.
pour mettre quelque chose d'un peu plus pads. spécifique, un peu plus minutieux aussi. Voilà, c'est ça. Donc ça, on va pas vous montrer énormément de détails parce que vous savez comment vous faire. Vous aurez le rendu final. Voilà, mais pour la carafique, on va vous montrer le détail pour que vous ayez bien toutes les infos nécessaires. C'est ça. C'est Yerick qui va s'en occuper, moi je vais le filmer et il va nous expliquer exactement qu'est-ce qu'il fait, quand et pourquoi. Alors du coup, donc là, on se retrouve avec donc le bloc pour la carte graphique qu'on a démonté, enfin qu'on a sorti juste de la boîte. C'est ça. Et cet élément va venir remplacer ce qu'on retrouve donc sur la carte graphique, donc toute cette partie-là. On va l'enlever et on va placer le waterblock à la place. Alors du coup, une fois qu'on a sorti le bloc de la carte graphique, qu'est-ce qu'on fait? On va démonter ou on a quelque chose à faire déjà avant là-dessus? Alors là, pour le moment, il n'y a aucune préparation effective. En fait, comme vous pouvez le voir, les pads sont déjà pré-appliqués sur le waterblock. Ok. Vous n'avez pas besoin donc d'appliquer un pad par un pad sur les puces mémoire, le bloc est déjà prééquipé. Il faut juste bien penser à enlever la petite capsule ici qui protège la pâte thermique. Voilà, bah ça c'est comme sur les ventirades, les water cooling, tout ça. Donc là on va démonter la carte graphique, c'est ça? C'est ça, là on va démonter ta Strix pour pouvoir installer le bloc dessus et la backplate. Alors donc là tu retires les vis, c'est ça Yerick? C'est ça, là on va commencer par retirer les vis du bloc en fait qui sont autour de l'unité CPU, donc l'unité graphique centrale, qu'on appelle le processeur graphique plus communément. Ouais. Les autres vis on va les retrouver ici, ici et ici pour finir de démonter le carénage des ventilateurs et après on va désassembler en deux le carénage pour accéder au carénage inférieur et la backplate. Ok. Voilà, comme ça. Parfait. Ouais bah ça se démonte assez rapidement. Voilà. Le blower d'origine de la Strix est retiré. Maintenant, on va venir retirer l'armor qui est ici, donc qui tenait le système de ventilation de base. D'accord. Alors voilà, donc là, tu as démonté... Donc, voilà, donc là, l'armor, le système de fixation de ventilation de base de la Strix est retiré. Okay. Comme vous pouvez le voir ici, donc vous avez le PCB à nu, vous avez des traces de colle des anciens pads, encore pour ainsi dire des traces de pads qui sont ici. Donc on va venir bien retirer tout le déchet qui a été laissé par les anciennes protections. Voilà. On va venir appliquer un petit peu d'alcool à 90 avec un petit coton-tige pour nettoyer les puces. On va prendre un sopalin bien sec pour enlever tout l'excédent de pâte et après un petit bout de sopalin avec de l'alcool à 90 ou de l'alcool iso pour venir bien nettoyer la puce et la purifier avant d'appliquer la nouvelle pâte. Ok, donc en gros, il faut absolument qu'il ne reste pas des anciennes pâtes. C'est ça, plus aucune trace de colle, plus aucune trace de pâte, ni quoi que ce soit. Voilà. On part vraiment sur quelque chose de propre et à neuf. Ok, parfait. Donc je vais venir enlever l'excédent de pâte, pour le moment sans alcool, juste pour retirer le plus gros, histoire de ne pas diluer un excédent de pâte et que du coup on se retrouve avec une espèce de bouillasse de pâte thermique. Ouais. On enlève le gros et ensuite on enlève les restes avec de l'alcool. C'est exactement ça. Donc j'ai enlevé l'excédent qu'il y avait sur le processeur graphique. Là maintenant je vais venir prendre un coton-tige pour m'occuper des puces mémoire. Ok, donc tout autour du processeur. C'est ça. On peut voir de toute façon que ça élimine tout le résidu blanchâtre qui était dessus. Vous allez peut-être vous retrouver encore avec des traces blanches, mais ça vous pourrez rien y faire en fait. Ça a bien été désinfecté, c'est juste que les puces sont marquées en fait. Ok. C'est de l'alcool sur un PCB, donc il n'y a absolument aucun souci. Hein. De base, le révélant est fait à base d'alcool sur les PCB, donc vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Alors, est-ce que ça ressemble toujours à ça, ou est-ce qu'il y en a qui peuvent avoir quelque chose qui ressemble, qui est différent de ce qu'on voit actuellement? J'ai toujours vu ce type de système, et de toute façon, j'ai envie de te dire, depuis 10 ans, toutes les cartes graphiques ont le même procédé de refroidissement. Avec, vous avez des puces mémoire, des pads, une plaque qui vient s'appliquer par-dessus pour faire l'échange thermique, mais c'est plus ou moins toujours la même chose. Ok, parfait. Alors attention, Yerick a une info très importante qu'il faut que vous reteniez bien quand vous démontez votre GPU, c'est quoi? Petit avertissement, mettez bien toutes les vis de côté parce que les vis d'origine du GPU ne sont pas identiques à celles du waterblock. Quand vous allez commander un waterblock, peu importe la marque, vous aurez une visserie spécifique à mettre dessus. Toutes ces vis-là, vous vous en servirez pour remonter votre blower de base. Beaucoup de gens l'oublient, mais si vous montez un waterblock, si vous souhaitez revendre la carte par la suite, il vous faudra la visserie d'origine. Donc n'oubliez pas de la garder. Vous la mettez dans un petit coin, vous la mettez soit dans la boîte d'origine du GPU, soit dans la boîte du waterblock, ça vous coûte rien. Vous prenez juste un petit sachet plastifié et c'est tout. Ok. Voilà. Alors du coup, c'est quoi l'étape suivante, Yerick, pour le GPU? Donc là maintenant, on va venir poser le waterblock directement sur le PCB de la carte graphique. Là, je suis en train de délier les câbles qui vont servir à gérer le RGB. Donc on précise bien que sur les systèmes Corsair, tout est paramétrable par IQ.
Et ce que vous faites en fait, c'est que vous pouvez relier tous les composants entre eux en faisant une chaîne. Donc moi actuellement, nativement sur le Commander Pro, j'ai relié la pompe. La pompe a elle aussi un port d'entrée, un port de sortie. Donc je vais venir directement ponter via cette prise qui est disponible aussi sur le combo Response. Je vais venir ponter mon water block. Et le water block du processeur, je vais venir lui le ponter sur cette prise qui est là. Donc je ponte cette prise là sur le combo Response. Et là, mon port d'entrée, ce sera pour l'autre water block qui a synchronisé avec. Donc après, dans iCUE, vous aurez un petit onglet directement où vous avez marqué Hydro X Series pour synchroniser le RGB. Ah, et donc chaque élément est quand même reconnu à chaque fois. Chaque élément est reconnu indépendamment sur Corsair. Donc, vous pouvez paramétrer les couleurs de la pompe indépendamment de la couleur du water block, etc., etc. Donc maintenant que mon PCB est prêt, je vais venir appliquer le water block directement dessus. Donc on va retirer la petite pastille de protection sur la pâte thermique. On va venir l'appliquer dans ce sens. Donc on peut venir le poser. On fait bien attention par contre au câble pour la synchro du RGB sous iCUE. On va qu'il soit bloqué, c'est ça. C'est ça. On va venir les passer à plat parce que sinon après on peut cramer un PCB, comme ça on passe en mal le câble. Hop. Donc on le passe bien à plat. On le positionne ici sur le PCB. Là, je suis bien emboîté. La petite astuce maintenant, parce qu'en fait, sur le système de Corsair, la fixation totale du water block et de la backplate se fait par les petits trous qui sont là. Donc en fait, vous fixez pas au préalable le water block, vous fixez la backplate et le water block. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on laisse les écarts PCI dépasser sur le côté de la petite table. Comme ça, j'ai mon PCB qui est bien à plat avec le water block. Bon, là, vous le verrez pas sur le plan, mais là, d'ici, je vois que tous mes filetage sont bien alignés. Je vais venir ici placer la backplate de Corsair. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a un petit bout de pâte thermique ici. Comme vous pouvez le voir, en fait, les inserts pour les têtes de vis sont creusés pour pouvoir justement rattraper la profondeur de vis. Vous avez donc les vis qui sont là, avec une seule et même longueur, justement impossible de se tromper. Ok. Voilà. Donc là, ma backplate est en place. Maintenant, j'ai plus qu'à assembler le tout. Donc là, mon water block est installé. On va venir donc positionner la carte dans le boîtier pour passer au water block du CPU. Et voilà, donc avec Yerect, donc surtout Yerect, a fini de placer la carte graphique dans le PC. Je vous montre ça tout de suite là. Et donc la prochaine étape, là maintenant ce qui vient juste après, c'est de choisir comment on va faire passer les différents tubes dans le boîtier. Donc on a quelque chose en tête. Yerek qui va vous expliquer exactement comment on compte le faire, sachant qu'il y a toujours plein de façons de le faire, il n'y a pas la meilleure façon, mais on va vous montrer comment nous on a décidé qu'on allait faire passer les tubes. Selon le design et les composants, c'est ce qui nous paraissait le plus cohérent et le plus sympathique visuellement. Voilà, donc on vous montre ça tout de suite. Alors, donc voici le boîtier. Alors par où est-ce qu'on commence? Donc, ici on a la sortie de pompe. Ouais. De la sortie de pompe, on va venir directement ici. Sur le port du radiateur. Ouais. Donc, sachant qu'il n'y a pas de in et de out sur un radiateur, hein, ça ne change rien, peu importe de quel côté vous rentrez, il n'y aura pas de souci. Ouais. Donc on part de la pompe là, radiateur. On remonte tout droit jusqu'ici au radiateur. Donc d'où l'intérêt de choisir les composants avec une certaine cohérence. Là on a deux radiateurs identiques. Et le boîtier en fait nous permet d'avoir la même profondeur pour les deux radiateurs. Donc on se retrouve avec un tube automatiquement super droit ici. Aucune inclinaison ni quoi que ce soit. On est sur la même profondeur. Celui-là, je suis sûr que j'arriverai à le faire sans Normalement, celui-ci, tu peux réussir à le faire sans problème. Ouais. Voilà. On va repartir du radiateur après, pour aller au processeur. Donc on va partir ici avec un angle à 90 degrés sur le tube. Ouais. On va venir ici longer les ventilateurs. Ok. Pour redescendre avec un angle à 90 ici. D'accord. Et dans la redescente, refaire un angle à 90 pour rentrer ici dans le processeur. Donc sur les Corsair, de base, le in est à droite, le out est à gauche. D'accord. Donc on rentre toujours côté droit. Ok, et tu m'expliquais qu'on avait la possibilité de tourner... Ça c'est sur la configuration de base. En fait, sur les Waterblock Corsair, vous avez la possibilité de retourner le in et le out. Mais par contre, si vous retournez le Waterblock complet, vous avez automatiquement le logo Corsair qui est en haut, et du coup qui est la tête vers le bas. Ouais. Donc ce qu'il faut faire, c'est que derrière le Waterblock, vous avez des petites vis Torx de 10. Prenez un petit tournevis Torx, vous défaites les 4 vis qui maintiennent l'anneau noir qui est autour du Waterblock. Et vous le retournez directement pour toujours avoir le logo Corsair en bas. Ça vous permet d'avoir le in à gauche et le out à droite si vous souhaitez inverser selon votre loop. Ok, parfait. On est arrivé donc en ligne droite avec un angle ici. Okay. Le but, ça va être d'avoir la même parallèle, donc de ressortir ici du Waterblock, remonter avec la même parallèle.
et après de respecter la même hauteur. Donc de là, on va repartir sur la gauche. Ouais. On va redescendre ici vers la carte graphique. D'accord. Et on va rentrer vers le haut. Ok, donc là on aura un fittings qui sera comme ça, c'est ça, qui chopera donc le tube. Exactement. Ok, ensuite de la carte graphique on part comment? Et après de la carte graphique on n'a plus qu'à faire le retour jusqu'à la pompe. Donc c'est pour ça que ce tuyau là c'est important de le faire avant celui du retour processeur parce que c'est celui qui va nous définir la hauteur. Et que le but est d'avoir la même parallèle et la même hauteur et d'avoir en fait un grand rectangle ici qui encadre les composants. On va partir ici, un angle à 90 degrés. Un deuxième angle à 90 degrés là, et on rentrera dans le réservoir. Ok, alors ce qu'on va faire là, c'est que avant on va vous montrer un petit peu les outils qu'on va utiliser. C'est ça. Et ensuite, on se retrouve pour un petit time-lapse du montage du water cooling. Alors mon cher Eric, quels sont les outils dont nous avons besoin pour faire un water cooling? Déjà on en a beaucoup qui sont fournis avec le kit. Ouais, alors ça déjà c'est le kit qui est fourni par Corsair en fait dans la valise du XH305i. Donc là dans un premier temps on va retrouver l'outil pour centrer les tubes avec ici l'entrée pour les tubes en 12 mm et ici l'entrée pour les tubes en 14 mm. Donc c'est le même outil identique, vous avez des petits repères là sur les côtés pour les indications de distance pour calculer vos angles. Ça va être très bien pour du débutant si vous avez un seul angle à 90 à faire ou alors un deuxième angle 90 qui n'a pas besoin d'être à moins de 15 cm de l'autre. Ok, donc nous on va plutôt utiliser un des outils que tu as de côté, ce sera plus simple pour nous. C'est ça. Ok, alors c'est quoi les autres éléments? Après là, on va avoir l'outil qui sert à la scie à ébavurer. En fait, vous rentrez votre tube ici, vous le bloquez là avec la petite roulette, donc il sera positionné au bord de la table comme ça. Et donc l'excédent de tube qui dépasse, ça vous permet après de le couper avec la scie directement. Voilà, sachant que la scie elle est fournie avec le kit Corsair. L'outil scie à onglet manuel et la petite scie sont fournis dans le kit. Ok. Alors je vois un autre élément, donc oui ça c'est ce qu'on va rentrer à l'intérieur du tuyau, c'est ça? Ça va être la mèche en silicone qui va servir au cintrage, donc c'est du diamètre 10, donc 10 interne, ce qui correspond au diamètre interne du tube ici. Voilà. On rappelle que les tubes ici c'est du PMMA en 10-14, c'est les tubes d'origine de chez Corsair. Et le petit ébavureur après évidemment pour enlever les petits copeaux qui seront faits quand on fera la découpe, donc histoire de polir en fait la sortie du tube et de ne pas déchirer les joints quand on va le rentrer dans le fittings. Voilà, donc il y a un côté pour polir l'intérieur, un côté pour polir l'extérieur. Ça c'est l'extérieur, ça c'est l'intérieur. Par contre il est de très bonne qualité, les lames sont quand même vachement bien aiguisées et ça, moi qui ai l'habitude d'en utiliser beaucoup, c'est vrai que là c'est quand même assez doux. Sur les bavurages c'est quand même assez doux. Ok, donc on va aller faire ça avant du coup de brancher... C'est ça, avant de connecter le tube dans un embout automatiquement et bavurage. Ok, alors du coup il reste encore un élément qu'on n'a pas montré. C'est ça, donc ça c'est un décapeur thermique, c'est ça? C'est ça. Celui-là c'est le tien, il n'est pas fourni avec le kit Corsair. Non, celui-ci n'est pas fourni avec le kit Corsair, le kit serait encore un petit peu plus cher sinon. Alors donc là c'est marque Ryobi que tu m'as dit. C'est ça, c'est un Ryobi, le Roi Merlin, 74 €, sponsor le Roi Merlin, le lien est dans la description. Voilà, donc en gros ça va chauffer, on va placer les tuyaux au-dessus. Donc là on rappelle que le tube c'est de l'acrylique. L'acrylique moi je vais le chauffer entre 300 et 320 degrés. Je vais juste vous le mettre en route pour vous présenter un petit peu. Alors là vous entendez un peu le bruit que ça fait, celui-ci est très silencieux. C'est le bruit maximum qu'il va faire. Ok, donc là on fait le premier angle, celui qui va faire comme ça et redescendre dans celui-ci. Là on calcule la profondeur. C'est ça, on va juste commencer par calculer la profondeur. Donc là en profondeur je sais que j'ai 8 cm entre l'extrémité du fond de ma coiffe et la profondeur de cet embout là, donc l'extrémité ici de cet embout là. D'accord. Là j'ai 8 cm. Ok. Donc je sais que mon angle, automatiquement je vais le commencer, je vais me laisser une marge de sécurité. Ouais, de 1 ou 2 cm. C'est ça, on va prendre de 9 ou 9,5. Ok. Donc je vais venir prendre mon petit marqueur qui est là. Ok. Je pars sur une base de 0. Et je vais venir faire mon repère. Allez, on va prendre 10. 10. Parce que c'est moi, parce que je débute, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc alors, là, ça va être la mesure extérieure maximum où il faudra faire l'angle en fait. Ok. Pour se laisser une marge de sécu. Ok. Bon bah c'est parti. Il va tremper la mèche en silicone. Ok. Tu vas venir l'insérer dans le tube. Au préalable, on a fait les petits marquages sur le tuyau pour qu'il puisse se repérer sur son angle. Tu te laisses une marge de sécurité avec la mèche, tu te laisses 2 ou 3 cm. Voilà.
Et là, tu vas venir chauffer sur la zone que j'ai prédéfinie. Ok, voilà. Et je tourne, hein, voilà. c'est ça. On voit les zones au marqueur. Donc là, tu le tournes pendant 30 à 40 secondes. De toute façon, que tu vas le sentir de toi-même en fait quand le tube sera suffisamment flexible pour que tu puisses le manipuler correctement et le tordre. Ok, niveau hauteur, là, je suis bien. Ouais, t'es sur... Je suis à peu près à 10 cm. Ouais, maintient une dizaine de centimètres. Hein. Ok. N'hésite pas à le tourner rapidement sur lui-même. J'espère que la chaleur se propage bien. Enlève-le de dessus du décapeur, sinon tu vas le faire fondre. Et mets-toi à 90. N'hésite pas à le mettre à plat sur la table. Et à visualiser toi un angle à 90 degrés. Bon alors voilà, donc là j'ai fini de mettre donc un des tubes ici et celui-ci qui est juste un tube donc tout droit. Alors celui-ci m'a mis beaucoup de temps, ça c'est le 4e essai je crois. Ouais. Voilà, donc là on voit mes différents ratés. Celui-ci c'est celui qui m'a le plus dégoûté parce que les angles étaient parfaits et à la fin j'ai coupé trop court. Donc j'ai dû le refaire depuis le début. Alors Yerick s'est bien moqué de moi, puis il m'a laissé recommencer. Sans rien dire. Voilà, il ne m'a donné aucune indication pour le refaire. Pour le refaire, non, j'y ai rien dit du tout. J'ai dit débrouille-toi, tu l'as déjà refait 3 fois, normalement tu sais le faire. Voilà, donc j'ai refait les 2 angles comme ça. Et puis après, bah, c'est simple, hein, il suffit de mettre les fittings de chaque côté avec la... C'est ça, après il faut ajuster le tube à l'intérieur des embouts et ça tu l'ajustes via les coiffes directement sur le couple de serrage que tu mets dans la coiffe. Voilà. Alors maintenant, il en reste 2 très difficiles et puis une petite dernière normale. Et voilà, comme vous le voyez, on a passé de longues heures à s'occuper de ce water cooling. J'ai commencé à faire le tubing à 22 h hier. C'est ça. Et on l'a fini donc ce matin à 6 h, 5 h, 6 h à peu près. Ça, ouais. Voilà, donc bon, ça a pris du temps. Après, ça n'a pas été constant non plus. On n'a pas passé 8 heures d'affilée en mode full focus dessus. Ah, on a fait une petite pause Uber Eats à 4 h. Petite pause Uber Eats vers 4 h. Voilà. Petite pause relaxation. Chercher le bon moyen de faire la bonne loupe la plus optimisée pour le premier de Guillaume. Parce qu'on n'oublie pas quand même que c'est son premier water. Voilà. Et on n'oublie pas aussi qu'il l'a fait tout seul. Moi, techniquement, j'ai touché à aucun tube. Si, alors il y en a un où tu m'as aidé. On va leur montrer, c'est celui qui est... ce tube juste là. Voilà, donc au niveau de cet angle, il n'était pas parfait. On avait un angle en fait qui était un petit peu trop serré, il était 5 mm trop court et du coup il rentrait bien dans l'embout en haut dans le radiateur, mais on avait un espèce de biseau à 30 degrés qui cassait toute la parallèle avec le tuyau derrière. Voilà. Donc oui, c'est vraiment le seul tuyau que j'ai modifié un petit peu. Voilà, c'était pour éviter que j'ai encore à le refaire parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup de tubes là, de tests que j'ai fait parce que à part le tube qui était tout droit, il n'y en a aucun que j'ai fait du premier coup. Je précise quand même que c'est pas juste un angle par tuyau, t'as des tuyaux où t'as 3 angles, des tuyaux où t'as 2 angles avec des distances à respecter, des profondeurs à respecter, des alignements par rapport aux composants et aux autres tuyaux à respecter, donc non, c'est pas quelque chose de simple de base. Voilà, c'est là que je me suis rendu compte, en gros, plus il y a d'angles sur un tube, plus ça va être compliqué de le faire, étant donné que pour réussir un où il y a 2 angles, il faut réussir à la fois le premier et ne pas se louper sur le deuxième. Si on loupe le deuxième, il faut recommencer le premier et le deuxième, donc on recommence à 0. Bien la difficulté pour des tuyaux où tu arrives à 4 ou 5 à 6 angles, tu passes 40-45 minutes sur un seul tuyau et à arriver au 5e angle, tu le rates. Tu prends une bulle, tu prends un décalage que tu peux pas rattraper et l'heure que tu as passé dessus, elle est dans le vent. Plus il y a d'angles, plus c'est compliqué, je m'en suis aperçu. Donc voilà, bon, au final, je trouve que je m'en suis pas si mal débrouillé. Pour une première, ouais, c'est tout à fait correct. En gros, c'est pas compliqué, donc on plaçait un tube, on regardait sur quelle distance on devait le tirer. On calcule toujours la profondeur comparée aux autres tuyaux et comparée justement à l'élément qu'on doit raccorder. Voilà. À partir de là, donc on mettait une petite note avec un feutre sur le tuyau. Donc par exemple, là, quand on a voulu faire cet angle-là, on l'a placé donc ici.
On a noté, et ensuite on prenait donc une distance qui dépend de la taille des tubes. Alors ça va dépendre principalement de la diamètre du tube. En moyenne, pour un cintrage, il faut compter 3,8 cm. Voilà. Ça comprend la dilatation thermique de la matière. On place le marquage de la longueur qu'on veut. On place avant, donc dans l'intérieur, les 3,8 cm que nous on plaçait. On met la deuxième note comme ça, et à partir de là, bah, on chauffe sur le décapeur thermique. Et on fait l'angle au milieu, donc des deux cercles, et à partir de ça, on fait l'angle droit. Alors, petite précision concernant les outils qui étaient fournis avec le water cooling. Donc, l'outil qui permet de faire les angles droits, comme ça, il n'était pas tout le temps adapté. Moi, je les ai fait principalement à la main. On l'a utilisé 0 fois. Voilà, c'est ça. Concrètement, on l'a utilisé 0 fois. Le problème, c'est que pour faire un seul angle à 90, très bien. Pour faire deux angles rapprochés, donc moins de 15 cm, vous ne pouvez pas, parce que vous devez passer automatiquement le tube à l'intérieur de l'outil. Voilà. Genre typiquement, ici, ça irait. Par contre, une fois qu'on va faire le deuxième, comme ça, on ne peut pas rentrer le tube à l'intérieur. Mais après, c'est pas non plus un gros problème parce que là, bah, typiquement ceux-là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai chauffé, j'ai plié le tube et ensuite je l'ai fait donc avec une équerre que tu avais. Ça permet de voir l'angle, on le plie à la main comme ça. On le maintient fermement, histoire justement de ne pas avoir de déformation sur le tuyau et de garder un angle constant parce qu'il ne faut pas oublier la dilatation thermique du tuyau. Le tuyau, automatiquement, quand il refroidit, il a tendance à se rétracter sur lui-même. Donc si vous forcez pas l'angle pour lui maintenir sa forme initiale et surtout la forme que vous souhaitez, automatiquement le tuyau va se rouvrir ou se refermer un peu trop et votre angle ne sera plus bon, il faudra rechauffer. Voilà. Alors aussi une précision qu'on leur a pas dit mais c'est important, c'est donc au moment où vous allez chauffer, avant ce qu'il faut faire c'est prendre donc ce petit tube, ça s'appelle comment? C'est un insert en silicone. Voilà, donc un insert en silicone. Une mèche, un insert, comme on veut. Voilà, donc il faut le tremper dans un liquide avec un petit peu de savon, donc nous on avait pris une petite tasse. Petite solution de savonneuse. Voilà, on le trempait dedans, ensuite on le mettait à l'intérieur du tube. Donc voilà, ça venait comme ça par exemple. On précise bien que ça sert uniquement à retirer la mèche une fois que vous avez chauffé votre tuyau. Une fois que vous avez chauffé le tuyau, automatiquement vous avez exercé une pression sur l'interne du tube. Et si vous ne mettez pas au moins une base lubrifiante sur votre mèche, la mèche restera coincée à l'intérieur du tube. Voilà. Et donc, bah, une fois que c'est important, il faut absolument l'avoir quand on chauffe. Hein. C'est obligatoire. De toute façon, si on ne l'a pas et qu'on commence à cintrer, le tuyau à l'intérieur va s'affaisser, va s'écraser sur lui-même et le tuyau est mort. Voilà. Et donc, bah, une fois qu'on a le tuyau qui s'est refroidi, on peut le tirer. C'est ça. C'est le truc le plus important. Et nous, le nôtre, bah, il était très bien. On n'avait aucun souci avec. Moi, ce que je regrette juste, c'est vraiment la longueur de l'insert. Parce que là, on est vraiment sur 30 cm. Et comme je l'ai expliqué hier, Corsair fait des tubes d'1 mètre. Pour enchaîner deux tubes avec plus de 25 cm d'écart entre les deux angles, pardon, c'est impossible. C'est absolument impossible. Donc, bah, malheureusement, si vous prévoyez d'utiliser le kit Corsair pour les tubes, etc., bah, malheureusement, prévoyez un insert de plus de 30 cm d'une autre marque. Ça, je vous laisserai fouiller directement, ou on vous mettra peut-être un lien dans la description, on verra. Et donc, voilà, bah, une fois qu'on a fait son tube, qu'on a enlevé ça, ce que tu m'as expliqué. Donc on a un petit outil qui va permettre de débavurer. Voilà, de débavurer autour. D'ailleurs celui-là fonctionnait très bien, très efficace. Pour le coup celui-ci c'est l'un des meilleurs outils de la boîte. Hein, voilà. Concrètement. Donc il y a un côté qui permet de faire l'intérieur et un côté qui permet de faire l'extérieur. On fait ça. Donc après on nettoie juste le bout pour enlever les petits dépôts. C'est ça. Et ensuite bah, on peut tester, voir si on a bien fait son angle. Et puis c'est là qu'après qu'on s'aperçoit soit qu'on a raté, qu'on doit recommencer à zéro. C'est ça. Soit qu'il faut faire peut-être une petite retouche, couper un petit peu plus court. Et un truc dont je me suis rapidement aperçu, c'est quand on veut couper pour raccourcir, vaut mieux couper moins, quitte à le refaire une deuxième fois, recouper un petit peu plus, qu'une fois qu'on coupe trop, et ben faut recommencer. Genre celui-là, je voulais couper d'un côté, j'ai coupé de l'autre. Je me suis trompé, bah, j'ai dû le recommencer. Donc voilà, je pense qu'on leur a dit un petit peu tout ce qu'il fallait faire pour le water cooling. Donc vous pensez votre boucle, vous mettez en place le tubing. Et une fois qu'on en arrive à cette étape-là, bah, c'est l'étape où on le remplit. C'est ça. Un truc qu'il faut commencer à faire, c'est rajouter une purge, hein, c'est ce qu'on a mis sur le côté. On va installer une purge juste sur le côté du réservoir. Évidemment, la purge ne vous videra pas la loupe en entier, c'est pas possible, étant donné qu'elle est plus haute que le point le plus bas, donc que le radiateur. Mais ça vous permettra au moins de vider le cylindre du réservoir et de pouvoir après le pencher, le boîtier, l'incliner pour continuer de vider votre boucle. Pour le liquide clear, on part généralement sur du 2 ans. Ouais. Du liquide coloré pastel, généralement, on va partir sur 1 an. Voilà, parce qu'il y a des éléments qui font des dépôts. Ça peut créer des dépôts, ça peut créer des petites décolorations dans les tubes, etc. Alors nous, on est parti sur une base de liquide clear.
auquel on va ajouter un colorant blanc à l'intérieur pour lui donner un petit effet laiteux et justement bien refléter tous les effets du RGB à l'intérieur de la boucle. Alors pour ça, donc il nous donne un accessoire. Bon, il est assez petit le réservoir qu'on a. Je vous conseille quand même de vous munir d'au moins un 500 ml, voire un 1 litre, selon la taille de la boucle. Voilà, là c'est un 250 Là c'est un 250, donc il est prévu en fait pour faire juste la capacité du réservoir. Mais le problème c'est que ça vous force à re-remplir la poire. Le mettre en route, revider, etc. Voilà. Ça peut prendre assez longtemps, alors qu'avec une bouteille de 500 ml ou d'un litre, généralement, vous faites quasiment toute la boucle. Donc on fait ça, on va en mettre directement ici, là, au niveau du... Dans le port de remplissage, voilà. Qui est sur le dessus du réservoir. On va allumer, donc là, on n'a pas la pompe de brancher actuellement. Non, là, la pompe n'est pas branchée actuellement. Vu qu'on a fait les tests d'éclairage pour voir les petits rendus lumineux, on avait débranché la pompe. Surtout, n'oubliez pas, on ne fait jamais tourner la pompe à vide. Sinon, une pompe à vide, le roulement automatiquement va lâcher. Voilà. Donc on va remplir, on va allumer le PC, on va laisser le liquide rentrer dedans. C'est ça. On éteint dès que c'est fait, on re-remplit, on allume, on fait passer le liquide et au bout d'un moment, il y aura suffisamment de liquide et on s'arrête là. Tout à fait ça. Une fois que tous les tubes seront remplis entièrement, on inclinera le boîtier justement pour chasser l'air qui est encore dans les radiateurs et dans les waterblocks. Ouais. Donc ce qui va dégager des petites bulles qui vont partir dans le réservoir. Le niveau va baisser automatiquement. Si l'air s'échappe, il est remplacé par du liquide. Donc le réservoir va baisser. Et on rajoute un petit peu. On fait le complément. Alors tout ça, on va vous le montrer avec des petits plans, timelapse, une petite musique cool. Grâce à ta super caméra de vlogueur. Exactement. Donc on va vous laisser profiter de ça. Ça va durer 30 secondes, une minute. Et ensuite, on te retrouve juste après pour faire un point sur le water cooling complet, terminé. Et voilà. Et je vous le rappelle, si vous avez des questions, des choses qu'on aurait peut-être oublié de préciser ou un détail que vous avez, allez dans les commentaires ou sinon vous pouvez aussi contacter Yerick sur ses réseaux sociaux. Si jamais vous dites « Ah tiens, j'aimerais bien acheter un waterblock, lequel serait le meilleur ?» Voilà. N'oubliez pas, Yerick, il a ses réseaux sociaux. Vous pouvez le contacter et si vous voulez qu'il vous fasse un water cooling custom, il peut aussi le faire. C'est quelque chose qui peut se faire. Voilà, vous pouvez aussi le contacter. Donc vous avez, je vous rappelle, tous ces réseaux en description juste en bas. Mais voilà, n'hésitez pas, s'il y a des choses où vous n'êtes pas sûr, vous ne voulez pas vous planter, des questions techniques, posez ça en commentaire ou vous pouvez le contacter. C'est parti, du coup on le remplit? On se retrouve après le remplissage. Allez, let's go. Bon voilà, ça y est, on a donc rempli le water cooling. Alors, il s'est passé quelques petites choses. Comme on vous disait tout à l'heure, vraiment investissez plus grand que 250 ml. Ouais. C'est long, c'est très très long. Ouais, je l'ai rempli 4 fois. Hein. Ouais. Voilà. Donc on a fait ça. Alors, petite chose importante, n'oubliez pas quand vous le faites de débrancher le PWM pour la pompe. Pour la régulation de la pompe, parce que sinon le problème c'est qu'elle va se mettre d'office à un régime vachement bas, calibré automatiquement sur la carte mère et le processeur. Et pour le premier remplissage, pour chasser tout l'air qu'il y a dans le circuit, on a besoin qu'il tourne à sa vitesse max, donc 4000 tours minutes. Voilà, donc bien débrancher le PWM. Ensuite, chose importante, on a eu une fuite. Il y avait donc un fittings, un écrou. Un écrou que j'avais mal serré au niveau du radiateur en bas. Donc Yerick, heureusement, s'en est aperçu car j'avais rien vu. Et il y avait quelques petites gouttes qui coulaient. Il y avait un petit filet de liquide qui coulait en fait au niveau du retour du radiateur. En fait, c'est juste l'embout en lui-même qui n'était pas assez serré sur le radiateur et du coup, il y avait un petit filet qui s'échappait en dessous. Voilà. Donc là, bon, c'est tombé direct sur le boîtier parce qu'on n'avait pas mis de sopalin. Nous, on avait mis donc du sopalin au niveau de la carte graphique pour protéger si ça tombe du processeur vers la carte graphique. On avait débranché électriquement la carte graphique aussi au cas où. Mais voilà, bon après ça a été résolu assez rapidement, Yerick a bien serré. Ça a pris 2 minutes, c'était pas trop dramatique. Et on a relancé, alors l'étape suivante, ce que tu me disais Yerick, va falloir évacuer l'air. Ouais, là va falloir évacuer l'air en fait qui reste encore dans les waterblocks et dans les radiateurs. Donc pour ça, je vais faire un petit peu de place parce que ça peut être vite encombrant. Donc on va venir faire basculer le boîtier de gauche à droite, de droite à gauche et d'avant en arrière. Là, je ne sais pas si vous l'entendrez, mais on entend le bruit des bulles. C'est ça. Nous, on entend l'air qui sort en fait des composants, les bulles qui s'échappent des composants. Ouais. J'ai repéré au préalable déjà la petite bulle d'air qu'il y avait dans le waterblock du CPU. Bon, là, j'ai pas le visu dessus, mais... Attends, je peux te dire si ça... Alors, regarde, elle a quasiment disparu. Ouais, elle est 3-4 fois plus petite. C'est ça. Ouais, le but, c'est que tout l'air qui est là se retrouve dans le réservoir. C'est ça. Et une fois qu'on a évacué une grosse partie de l'air qui est partout, là, dans ce cas-là, on va remettre un petit peu de liquide dans le réservoir. Un complément. On le remplit jamais à fond. On essaye toujours de garder un sas de décompression quand même. Ouais.
histoire justement de toujours chasser les petites impuretés d'air qui pourraient encore se situer à droite à gauche dans les blocs. Mais on remplit jamais à fond, il faut toujours laisser un sas de décompression. Ok. Et voilà, donc a priori le water cooling est fait, donc tu me disais il faudra juste rajouter un petit peu de liquide. Ouais, là tu remets 1,5 cm de liquide, et tu laisses à peine 5 mm entre le liquide et le capot. Là, on peut considérer que c'est terminé. Et ben moi j'en suis content, j'en suis ultra content. Moi je suis très content de ton travail, t'as bien écouté, t'as bien respecté les consignes, donc non. C'est très bien. Franchement, pour un mec qui avait encore jamais touché et pour qui c'est son tout premier, franchement, c'est plus que correct. Donc maintenant, c'est à vous de me dire. Allez dans les commentaires, vous me dites Guillaume, c'est validé, ou vous me dites Guillaume, c'est pas validé. En fonction de ce que vous en pensez. Globalement, les gens ont trouvé ça joli sur Insta, donc maintenant YouTube, à vous de donner votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Bah voilà, je crois que cette vidéo touche à sa fin. Bah écoute, c'est pas mal déjà. Je pense qu'on a vraiment tout expliqué dans cette vidéo. Il y a sûrement des petits trucs qu'on a oublié, des petits détails. Il y a l'espace commentaire pour ça. Voilà, donc l'espace commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Si je vois des questions qui reviennent souvent et tout, je les enverrai à Yerick par message et puis je mettrai des réponses ou alors Yerick passera dans les commentaires. Oui. Voilà, et si vous avez une question spécifique, ah Yerick, est-ce que tu peux me faire un water cooling? Ah Yerick, est-ce que ce water block est bien? Comment tu fais pour être si beau? Voilà, voilà. Si vous avez une question particulière, les réseaux donc, de Yerick sont en description, Twitter, Instagram, Facebook. Tout à fait. Et tu as aussi une petite chaîne YouTube où tu mets des best-of un petit peu de tes water cooling. C'est pas vraiment le contenu que je réalise à la base, mais vous avez quelques timelapses de config que j'ai pu réaliser il y a quelques années de ça, et des trucs un petit peu plus récents sur des projets que j'ai pu réaliser très récemment. Voilà, donc toutes les infos sont en description juste en bas. Je vous rappelle aussi que dans la description vous avez le détail donc, de tout mon PC, donc les composants et les détails de tout ce qu'on a mis pour le water cooling. Encore un gros merci à Corsair qui a fourni tout le matériel. Un grand merci aussi à Absolute PC, la boutique rue Charles Bossu, c'est ça? Rue Charles Bossu, Paris 12e. Voilà, donc vous retrouvez dans le quartier de Montgalais, près de Gare de Lyon, qui eux nous ont permis d'avoir un deuxième radiateur en 360 au lieu d'un radiateur en 240. C'est vrai que ça rend ultra bien comme ça. Et puis merci Eric de m'avoir appris tout ça, parce que maintenant je vais de temps en temps, je ferai peut-être ma config de stream avec un water cooling custom dans quelques mois, on verra. Je pense qu'il faut encore que j'en fasse 4, 5, 6 avant de... Ah bah tu vas cramer du tube. Hein. Ah ouais voilà. Là dites-vous, pour celui-ci, on avait des tubes de 50, j'en ai cramé 8, plus j'ai cramé je crois 3 tubes de 1 mètre ou 2 tubes de 1 mètre. Pour faire ça, alors que normalement, si on le fait one shot sans se tromper, je pense qu'avec... Avec 3 tubes de 1 mètre, normalement tu fais toute la loupe. Voilà, c'est ça. Donc, bon, comme vous le voyez, il y a eu beaucoup de gâchis de tubes, étant donné que c'était mon premier. Ah, c'est le premier. Voilà, prenez ça en compte si vous faites votre premier water cooling custom. Achetez plein de tubes. Enfin, plus vous serez nul, plus il vous fera de tubes. Donc, en fonction de votre estime, de votre niveau de nullité, voilà, de votre estime personnelle, achetez en fonction. Voilà. Bon on va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore ce que ce sera, mais voilà, ça arrive dans quelques jours. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao.